Du lac Saint-Louis au lac Saint-Pierre, on va pêcher les poissons du fleuve Saint-Laurent. On commence avec l'esturgeon et son caviar pour finir avec la bouillotte. Mon nom est Martin Picard, je suis chef propriétaire au restaurant Au Pied de Cochon. Mon nom est Hugues et je suis sous-chef au restaurant. Les esturgeons, on a eu ça peut-être 2-3 fois au restaurant. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça entier. Ah, ouais. Je regardais ça, c'est un poisson vieux de 250 millions d'années. Le poisson était là même avant les dinosaures. C'est sérieux? C'est vrai. On s'en va chez Jimmy Duquette, qui est un pêcheur commercial d'esturgeons. On parle d'esturgeon, ça veut dire qu'il y a aussi le caviar. Et donc, on a sûrement déjà acheté du caviar qui venait du fleuve Saint-Laurent sans même le savoir. Bonjour, Jimmy. Ça va bien? Vous vous êtes présenté déjà? Oui, on s'est présenté. On s'est présenté. C'est officiel. Là, ce qu'on va faire, on va aller chercher des filets. Là, on va capturer une coupe d'esturgeon en espérant qu'on prenne une belle femelle pleine d'œufs. C'est notre souhait caché. On n'a pas vraiment parlé, là, mais si ça peut arriver, mais tant mieux. Ben, let's go. On y va. OK. Oui. On va aller voir ça. Pose-toi. Beaucoup de monde de Montréal qui ne savent même pas que la pêche commerciale à l'esturgeon existe direct sur l'autre côte d'eau, c'est. Ce filet-là, il y a 300 pieds. Combien de fois par jour tu peux les remonter? Je peux passer là-dessus 3 fois par jour. Ah, 3 fois par jour, tant que ça? Oui. Hein, il y avait là le premier. Je suis pas programmé pour comprendre que dans le fleuve Saint-Laurent, soudain, là, on prend des... Il y a des gros esturgeons comme ça qui sortent. Ça reste un beau moment, ça, là. Tu on voit ici, tu sais, il y a les os du dos. C'est comme des nageoires, mais c'est plus comme... C'est comme des espèces de petits diamants. Puis c'est vraiment, vraiment coupant. Les mailles, c'est de combien? La moyenne, c'est 4 pouces. Et ça, c'est réglementé aussi? Oui, oui. Ça, c'est un beau. Là, Alors- peux-tu partir? Rentre les mortins. Ça, c'est un beau, celle-là. J'aime bien ça, garder 15-16 livres en montant. T'es pas obligé, là. Non, je peux tous les garder, sauf que j'essaie d'avoir le maximum de poids avec mon quota que j'ai. Va chercher ta grand-mère, toi. Va rejoindre ta grand-mère, toi. Besoin d'aide? Ah, T'es correct? T'es correct? Continue de bord. Il commence à avoir du monde dans la chaloupe, hein? Fait combien de temps que tu pêches? Ça fait 31 ans que je pêche. Puis t'as tout le temps aimé ça? C'est mon passion. Je vis juste pour ça. Pogner les esturgeons. Enlève-moi ça, puis je sais pas qu'est-ce que je ferais dans la vie. T'en as sélectionné quelques-uns en pensant qu'elle pourrait peut-être avoir du caviar. Oui, on pourrait essayer comme celui-là. Elle a un beau petit bedaine rosé, là. Ça, c'est bon signe. La seule manière de savoir s'il y a des œufs, vraiment, savoir si c'est mâle ou femelle, faut que tu l'ouvres absolument. Vois-tu, elle en a, mais elle n'est pas prête. Il n'est pas tout à fait prête. Regarde, ça, c'en est du caviar, mais il n'est pas à terme. Faut attendre que ça vienne vert, foncé, à noir. Puis ça, c'est pas bon à... Non. On pourrait le montrer à Pierre Dumont tantôt. Oui. Il va être sur l'île. OK. Pierre va pouvoir te donner plus Bon, ben, on fera ça d'informations tantôt. là-dessus. Parfait. Là, je vais te donner les tags, là. C'est pourquoi au juste, ça?
Ça, ces tags-là, c'est la manière de contrôler le pêcheur. Là. Si j'arrive à terre et j'ai pas de scellé sur mes poissons... OK. Ça fait que tu en as un certain nombre par année. Ouais. qui Si correspond je à tes jette ça, là, Tu viens de me faire perdre... toi, tu me jettes à l'eau. Oui, en plein ça. Puis tu vas aller le chercher à pas de ça. Pourquoi ça, on n'en retrouve jamais au resto? Parce que tu m'en achètes pas encore. Puis caviar, ça, tu peux-tu encore en vendre du caviar ou t'as déjà tout ton monde? Moi, j'en vends très peu. Moi, je la mange. Je la mange toute quasiment. OK. C'est bien trop bon pour l'en vendre. Tu manges ça comment, toi? Avec un cuillère. Tu manges juste ça comme ça? Je n'en reviens pas comme c'est une belle bête. J'ai besoin de gésier. Et voilà. Hein? Tu peux-tu l'ouvrir? Oui, on va l'ouvrir tout de suite. Ça, c'est les deux muscles, c'est tellement fort là, qu'ils arrivent à broyer tout ce qui est coquillage. Imaginez un gros coquillage qui cogne un autre coquillage, il va se casser, et puis ainsi de suite. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à un gésier de canard. Bon, mais ça, on va garder ça, on va les pré-cuire, on va les reprendre tantôt. Super. Ça, c'est un des beaux moments. Jimmy, c'est une spécialité, c'est la spécialité de ta famille ou de la région? Ça, c'est une recette qui vient d'une de mes oncles, où ce que ma blonde, elle l'a adapté puis elle l'a modifié un peu. Merci à ta blonde. C'est très bon, hein? Prends le temps de la déguster comme tout le monde. On a pris le muscle et là, il a déjà été cuit de 20 minutes à 25 minutes. Et vous allez le voir, il faut que le doigt puisse rentrer dans la chair, le déchirer. Ensuite, peut-être dire comment le nettoyer. C'est Jamie qui me l'a montré, là. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste enlever la partie intérieure pour garder juste la partie ronde ici, qui est le muscle. Fait qu'il coupe ça ici. Cette partie-là, on la prendra pas. Et puis après ça, il va juste le trancher quand même assez mince de l'autre côté, comme ça. Puis là, maintenant, tu vas les recuire, mais dans du vinaigre. 2 tiers vinaigre, 1 tiers eau, un petit pincé de sel, un petit peu de sucre. Puis là, on ajoute ça directement ou on attend que ça boue? On peut l'ajouter tout de suite. On fait bouillonner ça pendant 10 à 12 minutes. Oui. On s'entend que ça fait environ 10 minutes. En venant, oui. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre Les gésiers. les gésiers. Tu peux mettre peut-être un peu Un peu d'ail des bois. et un peu de ciboulette, tiens, comme ça. Il faut toujours en mettre un peu à côté. Oui, mais pas trop. Mais pas trop. La majorité, il faut qu'elle tombe dans le pot maçon. Tiens, continue. Je vais finir de le remplir. Donc, vous allez remplir de jus. On met le couvercle. Mais là, on a ça pour un bout. Il n'y a pas de problème. Ça se conserve bien. Là. Ah oui, 1 an, 18 mois. OK. Pas de trouble. Puis 19 mois. Là, elle est encore meilleure. Salut, Pierre. Ah oui? Salut. T'amènes tes amis? Oui. Je vais présenter mon grand chum Pierre Dumont. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Il pêche pas avec toi. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, Pierre, il m'empêche de pogner tous les poissons que je voudrais pogner. Moi, j'essaie de pogner le plus, fait qu'il faut faire une gestion là-dessus. Puis Pierre, Ouais. ça fait 20 quelques années qu'il travaille là-dessus. Au commencement, les pêcheurs étaient frustrés un peu, mais 20 ans plus tard, on a vu qu'elle commence à venir en force. Pendant que Pierre est là, j'aurais, moi, quelques questions pour le caviar. Je ne savais pas que les œufs d'esturgeon étaient dans le ventre pendant 4-5 ans. Là. Oui, c'est Donc- la période de maturation. Oui. Il y a différents stades de maturation. Celle-ci, là, c'est le tout début de la maturation. C'est après la période de l'enfance, si vous voulez. Ici, c'est une femelle là, qui probablement aurait pondu ses œufs, était prête à maturer ou aurait eu du caviar après dans 2 ans. Chaque petit grain qu'on voit est un ovule qui est appelé à devenir un œuf ou un grain de caviar. Et puis ça, c'est à maturation. C'est de l'œuf de sturgeon qui est presque prêt à être repondu. Lui donner 6 mois de plus environ, le caviar à maturité est beaucoup plus noir. Ah, mais ça, c'est... Merci beaucoup, Pierre. Bienvenue.
On parle d'esturgeon, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait du caviar. Moi, je vais vous le montrer, mais simplement, juste pour comprendre, et je pense que ça va vous éclairer. L'esturgeon, lui, doit être vivant. Ça, c'est très important. Donc, la première chose qu'on peut voir... C'est qu'on a bien affaire à une femelle. On a affaire à une femelle et qu'il y a des œufs. Et les œufs, eux, sont vraiment dans une membrane qui est très fine. Et ces deux membranes-là, ça s'appelle la rogue. Maintenant, ce que je vais faire, je vais les couper. Donc, pour la précision scientifique, on s'entend qu'il peut avoir quelques lacunes. Mais quand même, ça va donner une bonne idée. Je ne sais pas si tu le savais, mais le caviar, un peu comme le champagne, c'est une appellation contrôlée. Donc, et qui appartient seulement aux esturgeons qui viennent de la mer Caspienne. Sinon, comme ici, on a pêché du caviar dans le lac Saint-Louis, on devrait normalement appeler ça le caviar du lac Saint-Louis. Maintenant, on a 3 actions à faire. La première, on doit les passer dans un grand tamis. Deuxième étape, l'étape du rinçage. De cette façon-là, en les rinçant, on enlève tout, les petits morceaux de membrane, et on prend les œufs, on va les mettre dans un autre contenant, et là, ça va être le temps du salage. On a besoin d'environ 17 à 25 de poids du caviar en sel pour avoir un bon assaisonnement, pour qu'on puisse goûter les œufs, mais que ça ne soit pas trop iodé, trop salé. Les raisins sont salés. Pourquoi les raisins? Peut-être tu peux y goûter. C'est correct, c'est assez salé. Bien, écoute, on a quand même suivi une recette fiable. Ouais. Ça vous a donné probablement une petite idée. Notre... Je voulais vous dire merci, Pierre Dumont, parce que moi, je remarque, et puis peut-être que vous allez me dire que je suis dans les patates, mais que les populations des différentes espèces au Québec en tout cas, semblent être bien en santé. On va prendre un exemple concret. L'esturgeon, on est ici pour ça. Sur 100 ans, à cause du caviar, à cause du caractère chic de cette mode-là, on a menacé de disparition la plupart des 24 espèces d'esturgeons à travers le monde. C'est pas le cas ici. Un, probablement parce que le caviar était moins populaire. 2, parce que depuis 3 générations, il y a des équipes comme celle à laquelle j'appartiens qui se préoccupent de la situation de cette espèce-là. À ce moment-là, vous, en tant que biologiste, est-ce que vous êtes pour ou contre la fabrication du caviar? C'est très, très facile, au prix où ça se vend, d'aller au-delà de la capacité de production d'une population. Moi, je pense que le caviar de population sauvage, ça devrait être une exception. Puis, on développe de plus en plus des techniques d'élevage des esturgeons pour la production du caviar. Mais là, on s'entend que si on a des femelles, il y a du caviar, on peut le prendre, puis moi, je n'ai pas à me sentir coupable de le manger. Là. Non. Je déteste ça, manger, me sentir coupable. Dans la pêche légale, un pêcheur qui prend un esturgeon, il a la possibilité de garder son spécimen. Là, je suis déculpabilisé, je peux manger du caviar. Mais moi, je m'en vais pêcher avec Hugues. On prend un poisson, peut-on le manger, oui ou non? En fait, dans le Saint-Laurent, grâce aux efforts très, très importants de dépollution qui ont eu lieu dans tout le réseau des Grands Lacs, en fait, les spécialistes de la santé, lorsqu'on les a interrogés, nous ont dit il vaut certainement mieux manger un repas de poisson que de manger, par exemple, une préparation de fast-food, un hot dog ou autre. Ça, moi, je vais vous interrompre. Je sais que vous ne parlez pas, là. Si vous me dites que c'est plus sain de manger un poisson du fleuve Saint-Laurent que de manger un hot dog, alors là, j'ai un dilemme, là. Parce que moi, je m'étais amené un lunch, puis en fait, c'est un hot dog au poisson du fleuve Saint-Laurent. Ça fait que... Moi, je pense que tu es correct. Tu devrais prendre juste une bonne bouchée. L'esturgeon, dans l'histoire alimentaire de cette partie du monde qu'on habite, ça a été toujours extrêmement important. Quand Cartier est arrivé ici, c'était des Iroquois qui avaient dans la vallée du Saint-Laurent. Il y avait déjà une grosse dépendance, si tu veux, à l'esturgeon, qui, dans certaines sociétés, à certaines époques, c'était jusqu'à 20 du régime alimentaire. Les Algonquiens, quand Champlain est arrivé, faisaient la même chose. Et ils consommaient frais
en grande partie. Écoute, il y avait des monstres de 150 kilos, 350 livres. Oui, dans ce temps-là, je peux le croire. énorme. Oui, oui. C'est ça qui était apprécié. Il rentrait au village avec un gros poisson qui nourrissait tout le village. Exactement. Et il fumait aussi. Pour conservation. Conservation et aussi pour donner un peu de goût à la sagamité pendant l'hiver, là, parce qu'une fois fumé, ça pouvait assaisonner, si tu veux. Les Français, quand ils sont arrivés, eux, ne fumaient pas nécessairement, c'était plus du salage. Oui, exactement. Ah oui. Mais ils ont gardé quand même les mêmes habitudes de pêche, évidemment, qui étaient imposées par la nature, si tu veux. En juin, c'était le saumon, l'été, c'était l'esturgeon, puis l'automne, c'était l'anguille. Exactement. Donc, c'est dans notre tradition, c'est un poisson, c'est un aliment qui est extrêmement important. Hugues, c'est vraiment classe. C'est vraiment glace. C'est glace. C'est glacier. Non, mais viens voir. Ah oui, hein? Parfait. Salut, Martin. Salut, Hugues. Une bonne présentation. Puis on en a mangé du caviar, là, puis on sait ce que c'est, puis on a essayé à un moment donné de faire plein de choses, mais reste que la meilleure façon de le prendre, là, c'est le plus classique. Et le classique, ben, c'est le blini, qui est une pâte à crêpes qui est faite avec de la levure. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Là-dedans, il y a 100 grammes de farine blanche, 120 grammes de farine de sarrasin, une dizaine de grammes de levure dedans. Puis il y a 2 jaunes d'œufs. Ça, elle a passé 2 heures? Oui, à peu près. Elle a eu 1 heure de repos. 1 heure de repos, donc la levure, elle est active déjà. Elle a commencé à développer. D'ailleurs, on peut le voir ici, hein, les bulles. Puis à ça, ce qu'on a à faire, c'est ajouter le blanc d'œuf et la crème, et puis on va incorporer. Ça, c'est une poêle à blini. Donc, à chaque coup, on a la même grosseur. On met un peu de beurre. On les met sur le feu, à peine une coloration, puis ça va bien les finir au four. Hein? Une fois que l'appareil est bien cuite, après, on peut les retourner beaucoup plus facilement et on donne une légère coloration, puis la cuisson, elle est faite. Ce qui est agréable avec les blinis, c'est qu'on peut les prendre avec plein de petites garnitures. Et puis, c'est un peu une surprise. Du beurre et caviar, un mix magique. L'échalote ciselée au couteau, très important. Oh, petite surprise. Des jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs. Après les jaunes d'œufs, vient toujours les blancs d'œufs. Oh! C'est comme un jeu de devinette. Oui. La crème et puis la ciboulette. Après ça, tu tartines ça comme tu veux bien. Oui. C'est ça, on n'aime pas rentrer dans la vie privée des gens. Et le caviar, OK? Donc, je veux juste vous expliquer. Le caviar, on ne peut pas le prendre avec une cuillère de métal, des cuillères d'argent. Ça l'oxyde très rapidement. Ça donne un goût de métal dans la bouche qui se développe. Donc, ce qu'on faisait avant, on prenait des cuillères d'ivoire qui, c'est pas très... ça se dit moins bien aujourd'hui. Puis comme on chasse beaucoup moins l'éléphant traditionnellement au Québec, on a décidé d'opter pour le plastique. Non, mais c'est... Et ça, c'est en nacre. C'est ce qu'on retrouve à l'intérieur d'un coquillage et il n'y a aucun goût qui se développe. Par contre, cette cuillère, elle est extraordinairement fragile. Donc, maintenant, là, on a tout. Et la meilleure façon de prendre du caviar, à notre avis, c'est avec de la vodka. Ouais. On y va? J'ai faim. Assieds-toi dans l'eau, tu vas être bien. Oui, c'est ça. Toi, t'en mettrais plus que ça? Non, mais pour mon premier bouchée, ça serait pas pire. Je vais faire une. Mais tu sais que c'était un grand moment de prendre du caviar avec le pêcheur d'esturgeon. Il est écœurant. Il est écœurant. C'est très bon, hein? C'est bon? C'est Hey, super. attends, la vodka, C'est super. tabarnouche. Santé, Santé. À la vie. À la vie, Ah oui, merci beaucoup. Hein. ça me fait plaisir. On mange. Qu'est-ce qu'on fait? Je m'en souviens plus. On mange puis on boit. C'est On ça. mange pas, on boit, ouais.
Avant, là, un instant. Probablement que vous êtes envieux et jaloux, là. Et c'est sûrement les pires des qualités, mais vous avez raison. C'est tellement bon. Ça vaut la peine d'être assis en pluie, hein? Oui, on s'en fout. Où tu vois une graphine? On est rendu au quai de l'île Charon. Et, j'aimerais juste, avant de partir, vous présenter Michel. Et puis, il y a aussi Daniel. Daniel qui va être notre guide aujourd'hui. Grâce à lui, on va avoir de l'air bon. Super bien, parce que... C'est parti! Quelle espèce on est susceptible de prendre? Doré jaune, doré noir, brochet, achigan petite bouche, barbotte, perche chaude, crapet de roche. Bon, on va aller se positionner pour commencer la pêche. Bon, on pourrait mettre les leurres à l'eau, messieurs. Les leurs ou les nôtres? C'est vraiment de la pêche en ville. Les gens croient encore fermement qu'il faut absolument s'en aller loin dans le nord pour faire des belles pêches, prendre des beaux dorés ou d'autres espèces. Mais ça, c'est de plus en plus un gros mythe, là. Oui, on a un fleuve poissonneux juste à côté de la ville. Moi, j'ai des petits frissons. Oui. En as-tu un? Ah oui, donne un coup dessus pour le ferrer, c'est bon. On a déjà une capture. Excellent. Je commençais à m'impatienter. Bravo, Hugues! Facile. Génial! Facile. Ah oui, c'est un beau à part ça. Un beau doré jaune pour commencer notre journée, c'est super. Y a-t-il une espèce en particulier qu'il faudrait... Belle perche chaude, Hugues. C'est pas trop long, hein? Il en prend. Oh! Petite perche chaude. C'est une perche chaude, hein? Pour vrai? Bon. Oh, elle est belle! Oui, c'est une belle taille. Deuxième capture, une perche chaude. Regarde, on voit la perche chaude qui mange la perche chaude. Un bel exemple de- Bad, méchante. Elle l'a pris par derrière, hein? Tu vois un peu, c'est comme le comportement de la perche chaude. Tu as besoin de pince pour le... Non, c'est le but. Bien prise. Fait que là, on va retourner pêcher l'autre côté. Moi, ça me fait capoter. Ces paysages-là, on les connaît pas du tout, là. En Effectivement. étant sur le fleuve, on se rend compte que Montréal est différent. On est un. Oui? Ah oui. C'est-tu gros? Comment tu veux que je le sache? Ben là, Martin. Ben oui, c'est... Oh, il a levé! Oh, il a sauté hors de l'eau. Probablement un achigan. C'est probablement un achigan, Hugues. C'est un achigan? Et voilà, ouais, un achigan. Ça m'étonnait qu'on n'ait pas pris jusqu'à maintenant, parce que c'est un secteur où il y en a beaucoup. Ah, ça, s'il fait bien ça, il s'est décroché tout seul. Mais toi, tu manges-tu tes poissons un peu? Oui, beaucoup. Oui? Beaucoup. Attends, laisse-moi deviner. En friture? Oui, à l'occasion, au four, là, quand c'est des plus gros. Oh, j'en ai un. Ah. Fish on, oui. Il est quand même plus petit que celui de Hugues. Effectivement. Un beau doré jaune. Allô? Ça, c'est le fameux brochet pelouse. Il se tient dans le fond. Donc, on est rendu à l'étape de fileter les poissons. Et puis, ce qui est très agréable, c'est que Daniel le fait avec un couteau électrique. Oh non, pas le mien. Eh oui! Grâce au talent de Hugues, ce beau doré jaune. Première étape, le persuadeur, comme mes amis français l'appellent. Là, il est persuadé, je peux le fileter. Une fois qu'on a goûté à ça, le couteau électrique, là, c'est un non-retour. Voilà. Il faut enlever la peau. J'en veux un. Ça va bien, hein? Pas de perte du tout de chair au niveau de la peau. Moi, je veux juste deux petites secondes. C'est que les arêtes d'un doré, là, on a beau vouloir prendre des pinces à sourcils pour enlever ça, c'est impossible. On dirait que c'est pris dans la peau. Hein. Oui. Puis même quand tu enlèves la peau, tu as aussi l'impression que c'est pris dans la peau. Ouais. C'est bon. Mais que la meilleure façon, là, c'est vraiment d'y aller de chaque côté de la ligne d'arête.
Et puis, vous jetez ça après, là. Vous avez besoin d'avoir le fleuve Saint-Laurent à votre disposition. Voilà, fait que ça donne... Hey, mais tu sais quoi, minute, là. Moi, là, ce que je ferais, là, garde-les, puis je vais vous faire un petit sandwich. Un sandwich au doré. Ça te dérange Ça si promet? on prend ton doré? Peut-être tu voulais l'apporter à ta mère. Non, moi, j'aurais fait, je sais pas. Je voyais une fin plus glorieuse. C'est quand même... Pour une si belle capture. Prête? Yes! Finalement! Ça, c'est une planche de salut. Salut. Chez moi? À chaque fois qu'on a demandé sur le fleuve Saint-Laurent les recettes que les gens aimaient, tout ça, le poisson frit était la recette que les gens préféraient. Donc, pour respecter cette idée, on a fait une sandwich avec un doré qu'on va frire à l'anglaise. Donc, on va le passer dans la farine, dans les œufs et dans la chapelure. Puis là, on est prêt pour la cuisson. Et là, je vais vous montrer, c'est des pains qu'on a fait. Et puis, ça, c'est les talents d'artistes. Ça ressemble à un poisson, OK? Poisson, on va l'enduire de beurre et on va le passer à la poêle. Qu'est-ce qui va bien avec le poisson? Bien, c'est une sauce tartare. On a une mayonnaise de base. On met des cornichons qui sont hachés, des échalotes et ensuite des capres. Les capres, là, laissez-les pas entières. Passez un coup de couteau vite fait. Le goût, là, il va vraiment se développer. C'est plus agréable. Et à la fin, un citron dans mon plat qui est en train de déborder. Donc, on a la sauce tartare qui est faite. Maintenant, les pains. On va mettre un peu de cheddar dessus, les tomates et la laitue. Comme vous voyez, ils sont très beaux. Donc, pour le montage, je mets un peu de sauce tartare dessus, les tomates. Je remets encore de la sauce tartare et la salade qui a été effilochée, on peut la mettre sur le dessus. Ensuite, vous avez des filets de poisson. On en met 2. Il y a des gésiers, vous vous souvenez de Jimmy? Nous a fait une belle recette de gésier, mais on va le mettre dans la sandwich de poisson et je remets encore de la sauce tartare sur mon sandwich. Et là, vous allez voir comment je peux être très concept. Pensez à aller comme ça. Bon, ici. Mon Dieu, on dirait un vrai poisson. Comme ça. Je l'ai mis dans un tube de bambou. La queue du doré. Ça en vient. C'est quand même très bien. On a l'impression que c'est une sandwich de poisson du moins. C'est beau, hein? Je peux-tu te dire quelque chose? Mais tu sais, par respect pour ton poisson, tu sais, j'ai pris la tête puis la queue d'un autre doré. Ben, vois-tu. Ben, ça, c'est bien pensé. Mais j'aurais pas, ça m'aurait pas fait de peine qu'il se retrouve dans ce délicieux sandwich. On a bien raison, tu mangerais de manger du poisson frit, c'est délicieux. Ici, Martin, là, c'est un de mes endroits favoris. L'archipel des îles de Sorel, là, pour moi, c'est un véritable petit coin de paradis. Puis, d'ailleurs, c'est une réserve mondiale de l'UNESCO. Un super bel endroit pour venir finir notre journée. C'est merveilleux. Puis là, les gens qu'on s'en va rejoindre, ils offrent une pêche vraiment particulière que tu peux pas voir ailleurs au Québec. La pêche de la carpe allemande. Je vous présente le gérant de la pourvoirie du lac Saint-Pierre, Alec. Salut, Alex. Bonjour. Martin. Bonjour, Martin. Thierry, guide de pêche ici à la pourvoirie. Salut, Thierry. Salut. Il paraît que c'est toute une pêche. Ah, Là, c'est une pêche un peu différente. On va aller voir ça tout de suite, Ah, si, ouais, si ouais. vous voulez. Voilà, oui, oui. Ah, on y va? L'histoire de la carpe, elle a plus de 1000 ans. La carpe vient de la Chine, de l'Asie du Sud-Est. Elle a été introduite par les moines au Moyen Âge, notamment dans des pays comme la Dombe en France.
Il faut savoir qu'après, les colons, quand ils sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont introduit la carpe dans les plans d'eau d'Amérique du Nord. On en trouve jusqu'au-delà du 52e parallèle. Le maïs que tu jettes d'abord pour apporter, c'est... Ça, c'est juste pour relancer un petit peu l'activité. S'il y a des carpes qui passent, ça, c'est un lieu de passage ici pour les carpes. C'est même un lieu de résidence pour certaines. Comme un relais skidoo, en fait. Ouais, c'est un relais skidoo, ouais, sans la bière. Alors, ce qui est intéressant avec la pêche à la carpe, c'est vu la quantité qu'il y a en Amérique du Nord et vu le peu de pêcheurs qu'il y a pour ça, elles n'ont jamais vu un hameçon, ces poissons-là. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour les gens, c'est ça, hein? Pas trop, c'est vrai trop que d'un point de méconnu. vue... C'est trop méconnu, les gens ne savent pas toujours la cuisiner adéquatement. Nous, on a décidé de faire une bouillotte. On s'est dit, on va en mettre dedans. Puis, on a un peu de la référence, en tout cas, que moi, je m'en suis fait. C'est un peu comparable à la cuisson d'un esturgeon. Oui, c'est vrai par l'épaisseur de la chair. Par contre, au niveau de la texture est beaucoup plus molle, entre guillemets, au niveau de la carpe. Ah oui? Oui. Donc là, on a installé nos lignes. Faut savoir qu'on les a installées sur des détecteurs de touches électroniques. Donc le but, c'est d'avertir le pêcheur. Pourquoi? Parce que autant on peut attendre 20 minutes, comme on peut attendre des fois une semaine. Donc, Thierry va continuer de pêcher. On en a besoin pour la recette un peu plus tard. Donc, si tu en as une, tu nous le fais savoir, puis Il n'y a aucun problème. on vient la chercher. Il va y en avoir une, Martin. Merci, Thierry. Ça me fait plaisir, merci. Georges Hébert, bouillotte, giblotte, est-ce qu'il y a une différence? Au départ, de la giblotte, c'était, le mot le dit un peu, là, en vieux français, c'était du gibier. C'était de la sauvagine, c'était un bouilli de sauvagine. Et ce qui s'est produit ici, au Québec, c'est qu'en 1916, le Canada et les États-Unis ont signé une convention qui interdisait la commercialisation de la sauvagine. Oui. Alors, il a fallu se débrouiller pour, si on voulait continuer à faire de la giblotte, mettre autre chose que de la sauvagine. Alors, il y a une dame de Sorel. Madame Berthe. Madame Berthe Beauchemin, exactement. La petite histoire a retenu son nom. C'est elle qui a eu cette idée dans son auberge de servir de la giblotte de poisson. Alors aujourd'hui, quand on parle, nous, de giblotte, on pense à Sorel, à Montérégie, c'est du poisson. Alors que la bouillotte, c'est ce que les coureurs des bois mettaient au feu le soir là, pour souper. Et ce qu'ils mettent au feu, c'est ce qu'ils avaient ramassé pendant la journée, ce qu'ils avaient pêché ou ce qu'ils avaient pu attraper. Donc, mais comme ils étaient sur des voies d'eau, ils étaient en canot presque tout le temps, c'était surtout du poisson qu'ils mettaient dans la bouillotte. Ah oui, oui. Mais ça pouvait aussi être du gibier d'eau, ça pouvait être même du lièvre s'ils pouvaient attraper un lièvre. Et s'ils ne trouvaient rien, bien, ils avaient faim. Probablement. Ouais, ouais. C'est une bouillotte à l'eau. Une bouillotte à l'eau. On est rendu à la recette principale. Ben oui. Il y a beaucoup de choses. Même nous, on risque de se mêler. Mais je pense que ça va respecter la recette de la bouillotte, la recette originale de la bouillotte. Et bouillotte, au lac Saint-Pierre, maintenant, on fait ça avec beaucoup de poissons. Ça, c'est les poissons, d'ailleurs, qu'on a pêchés. Ça, c'est probablement ma prise d'hier. Mais nous, on va faire une recette avec de la viande dedans. Et bien sûr, des écrevisses. Qui viennent du lac Saint-Pierre, hein? On a ici du maïs lessivé. Ça, vous allez voir, c'est très intéressant. On a aussi de la semoule pour faire des gnocchis. Et on a aussi des légumes. Des légumes! Oui. C'est une mauvaise émission. On s'est trompé. Oui, On a vas-y. finalement réussi à récolter une carpe. Une belle, parfaite, je pense, la grosseur parfaite pour pouvoir cuisiner. Je pense que ça peut être intéressant de... Oui, c'est beau. Elle est toute dorée. Mais regarde, moi, j'ai quelque chose à te proposer. Ouais? Est-ce que tu peux nous lever les filets pendant que nous, on continue? Ça me fait plaisir. Je vais vous arranger ça sans problème. Ce qu'on peut faire, tu peux... Commencer à starter. tailler les légumes Oui, pour partir le bouillon. oui. Ce qui est intéressant, c'est du blé d'Inde lessivé. Ça existait au Québec et maintenant, on en entend à peu près plus parler. Et moi, je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui vont dire « Tabarouette, ben oui, j'ai pris ça quand j'étais petit ». À la base, vous avez un blé d'Inde qui est sec. Pour le lessiver, on prenait des cendres de bois franc. Pour 4 tasses de cendres, on prenait 1 gallon d'eau. On le mélangeait et on le faisait bouillir. Et après, on va le laisser décanter. Ça veut dire que la cendre, elle, va retomber dans le fond. Et ce qu'on récupère, c'est l'eau qu'on va appeler la lessie. Lessie, c'était en fin de compte
Ce qu'on utilisait aussi, qu'on mélangeait à du gras pour faire les savons dans le temps là, des Amérindiens. Et c'est aussi, on peut dire, l'ancêtre de l'eau de Javel, d'où le récipient d'eau de Javel pour mettre de l'eau. C'est fort. Donc, une fois bouilli, on va le rincer pour vraiment que toutes les peaux qui se sont décollées, on puisse les retirer. Et puis ensuite, on va le refaire bouillir et on va encore le rincer pour avoir un résultat qui ressemble beaucoup à celui-ci. On a après des grains de maïs, mais avec une texture qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut connaître ou ce que moi je connaissais. Une texture qui, à mon sens, ressemble beaucoup plus à celle d'un pois chiche. By the way, ça, c'était les cendres de ma grand-mère. C'est... Qui était fait, je pense, en bois dur, hein? en bois dur. C'est plus sa tête qui était dure. Je pense qu'il y en a une couple qui la trouveront pas drôle, celle-là. OK. Elle doit se revirer dans son cercueil en bois dur. Hein? Toi, t'es rendu où? Moi, je suis en train de tuer les légumes, là. J'ai mis dans la casserole des oignons, des carottes, gousses d'ail, du thym, puis là, on va ajouter les écrevisses. Vous prenez la queue, vous allez la tordre et après, vous allez l'enlever. Et ce qu'on fait, c'est qu'on enlève l'intestin parce que le problème, c'est qu'il y a souvent du sable et ça, bien, c'est quand même désagréable là, quand on a ça dans la bouche. Ow! Ow! Ciao, pareil. Et là, ils vont rougir tranquillement. On continue. Si je te donne les tomates, c'est-tu bon? Tu veux les mettre dessus? Oui. Et on a déjà fait notre jus d'écrevisse. L'acidité, ça fait ressortir beaucoup les goûts. Donc, à notre préparation, on va mettre le jus d'un citron et puis le jus d'une lime. Oh, nice. Voilà, Parfait. Donc, ça, c'est... Ben oui, très rouge. Donc, ça doit avoir... on doit avoir du goût. Ça devrait pas être trop long à cuire. Les arêtes sont comme celles du brochet, c'est fait en Y. Il y a des poissons qu'on va commencer à mettre. On a un esturgeon. On va le cuire, mais on va le cuire un peu comme une viande. Là. On aurait justement un morceau de lard, mais plus on le cuit, plus il devient tendre. Mais on a un peu cette impression-là avec l'esturgeon. On a aussi un gésier. On sent que la chaleur est en train de reprendre. Hein? Entre nous? Entre nous, ça va assez bien. On a des perches chaudes. Ça, c'est le doré. Ça, c'est pour Hugues. On a des crapets soleil. On a le brochet. On va se contenter de sa queue. Une barbotte. Ça, c'est un poisson que j'affectionne particulièrement, qui est extraordinairement laid, visqueux. Il n'y a pas grand-chose pour lui, mais il est très, très agréable à manger. Lui, on va le laisser entier. C'est... Merci. Les cailles, on va les faire, vu qu'on fait un plat avec du poisson, mélangeant de la viande, j'ai fait une farce d'esturgeon. C'est juste un peu de la chair d'esturgeon, des blancs d'œufs, un petit peu de crème, passé au robot mélangeur. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les farcir. Et puis, on va les pocher dans le bouillon. Pour la moelle, on va le servir avec du caviar. Parce que caviar et moelle, bien, c'est un peu notre découverte là, en fin de semaine. C'est un mariage vraiment heureux. Habituellement, ils sont fendus de l'autre côté. Hein? C'est en tronçon. Nous, on aime bien l'idée que ça soit en longueur. Donc, tu sais, on peut, avec une cuillère aisément, l'enlever. Tiens, mon os. Oui. Ce qu'on a besoin, c'est d'un peu de temps pour nos cuissons. On a avancé dans les cuissons. On va prendre la pomme de terre pour faire des gnocchis. On cuit toujours les pommes de terre avec la pleure. La pleure imperméabilise la pomme de terre et puis elle ne se détrempe pas. Écoutez, si vous enlevez la pleure, je n'irai jamais vous dire que votre purée de pommes de terre est mauvaise, là, mais invitez-moi pas. On continue. Donc, si elle est chaude, elle passe bien. Sinon, ce qui arrive, c'est que quand elle refroidit, elle devient collante. Et je mets la pomme de terre dans un bol pour faire une bonne pâte à gnocchi. On a besoin des œufs. Je vais mettre des morceaux de maïs lessivé et puis de la semoule.
Ou bien, écoutez, vous prenez de la farine et ça va être la même chose. Là. Et là, je vais commencer à brasser. On doit avoir une boule qui se forme. Elle doit se détacher, mais quand même doit rester collante. Donc, on a notre pâte qui est là. On va la laisser ici. Et puis, ça, on va mélanger ça avec du poisson et on va mettre un petit peu de foie gras. Ce qu'on va faire... Moi, je veux pas te mettre de pression, là, mais j'ai besoin de chair de poisson. Ben, je te donne l'esturgeon tout de suite. Oui? Hugues, on va mettre des écrevisses. Ah, ben c'est beau, ça. Donc, on retourne à notre recette de gnocchi. On prend un morceau d'appareil à gnocchi. Et là, on va l'étendre. On va mettre un petit morceau de foie gras. On a une farce ici qui est avec le poisson. Et ensuite, on va le refermer. Pourquoi je fais ça? Pour avoir justement l'impression de pommes de terre dans un stew, certainement. On va la mettre dans le bouillon. Et puis, elle va cuire. Je me lave les mains, puis je reviens. Oh, ça, c'est beau. La moelle, je l'enlèverai. Elle est tellement belle. Les tomates sont cuites. On veut juste avoir la pulpe et puis le jus. La peau, elle, va rester à l'intérieur. Ben là, j'ai les écrevisses qu'on pourrait enlever aussi. Tes cailles, là? On pourrait les retirer. Oui. Si tu peux me donner des boules. Oui. J'ai préparé une grande casserole dans laquelle j'ai mis du bouillon que je fais réduire. On va remettre les boules dedans. Regarde un bonhomme de neige. Hey! Il manque la carotte. C'est le temps de rajouter un peu de crème. On arrive avec les gésiers. On va le remettre dans le bouillon. Oui, puis on va l'émincer un peu plus. Écoute, on serait quasiment prêt pour le montage. Eh, c'est beau. C'est vraiment bon. On y va, le montage de l'assiette. L'esturgeon. Regarde, Martin, j'ai eu une soudaine envie de fantaisie. J'ai écouté un film avant hier, tu sais, un film de mutants. Puis ça m'a donné le goût de faire une caille mutante. Regarde, comme un farci au poisson, tu sais. C'est sérieux, hein? C'est épeurant. Honnêtement, c'est très beau. Le caviar, là, faut toujours en mettre un petit peu. On peut en mettre un peu sur la caille mutante de Hugues. Ça, c'est quand même joyeux, là. Ah, moi, je serais content, là. Wow! C'est la gang de la pourvoirie. Donc, si moi, il faut que je me fasse des bons amis, j'ai essayé de... Tout ce qui est des poissons, c'est des poissons qui ont été pris au fleuve. C'est tous des poissons du fleuve. OK. Allez-y. Puis moi, je vous propose, puis sentez-vous bien à l'aise, là, mais je vous propose d'aimer ça. Oui! Première expérience au caviar, c'est bon? C'est bon? Oui. Très bon. Caviar. Oui. En fait, là, trouvez-vous ça meilleur que la giblotte? Ou... C'est chiant, ça. Honnêtement, j'ai jamais goûté la giblotte, mais moi, ça, je trouve ça excellent. Et Je moi, demande pas de trahir votre mère, là, mais quand même, Non. ça se dit. La bonne giblotte, c'est une bonne soupe de poisson consistante. C'est ce qu'on retrouve ici. La cuisson est excellente pour chacune des espèces. mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que tout ça puisse venir du fleuve Saint-Laurent. Oui. Mais c'est surprenant. Je m'attendais pas que ça soit aussi bon que ça. Là. C'est sûr, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, mais c'est bon.